Il y a un mois, une journaliste m'a demandé à quelle période de ma vie j'avais commencé à m'intéresser au féminisme. Je crois que ma réponse ne lui a pas plu. Ce n'était pas vraiment ce à quoi elle s'attendait. J'ai commencé à lui parler de mes expériences, que la première fois où j'ai frontalement été exposée aux discriminations de genre, c'était lorsque j'ai commencé à porter le voile au collège. Elle avait l'air tout à fait passionnée par mon récit, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que je n'accusais pas celles et ceux qu'elle aurait voulu que j'accuse, à savoir mon père ou mon grand frère, par exemple. J'ai commencé à m'intéresser au féminisme quand, pour mes 17 ans, un camarade de classe a décidé de m'offrir généreusement une version traduite d'Émile et Nuit, car je le cite, « Tu t'appelles Leïla et t'as pas lu l'Émile et Nuit ». Et puis, il y a aussi ce réalisateur qui, la première fois qu'il m'a parlé, m'a lâché un « Vous avez un physique très perçant ». C'est dans ces termes qu'il m'a abordé. Alors, je me suis empressée de lui expliquer que j'étais franco-syrienne, mais qu'on se ressemblait toutes dans la région, les Persanes, les Syriennes, les Nigériennes, les Sénégalaises, les Maghrébines. On est toutes les mêmes, grosso modo. Vous l'aurez compris, mon expérience du sexisme ordinaire est quelque peu différente, car mon expérience du sexisme ordinaire est indissociable de mon expérience du racisme ordinaire. Ce sont les deux versants d'une réalité invisibilisée à tous les niveaux, et parfois même par celles et ceux qui pourtant se veulent les garants de l'égalité femmes-hommes, n'est-ce pas Madame Rossignol ? Alors ce n'est pas très plaisant à entendre, mais j'ai décidé de m'atteler à cette tâche ingrate. Permettez-moi d'être votre bonne conscience basanée de la soirée. Comme quoi, on peut tout à fait faire partie du quota diversité sans parler de polygamie ou de voile islamiste. Donc la réalité, c'est que nous n'avons jamais été au centre de quoi que ce soit. Nos expériences du sexisme raciste n'ont été et continuent de n'être que des taches blanchies au fur et à mesure de l'histoire dominante. Et nos gémissements se trouvent presque embêtés de déranger les tympans bouchés par la crasse de ceux pour qui la domination et l'oppression sont une affaire d'enjeu. Et je me hais quand je n'ai pas le courage d'exiger sans concession, et je me hais quand je tente de négocier avec ceux qui nous catapultent quotidiennement sur l'autel des débats publics. Ou bien avec ceux pour qui nos corps sont devenus l'alpha et l'oméga de leur survie identitaire. Mais m'aimer est hautement politique et je veux entrer en résistance. La vérité, c'est que nous, femmes, minorées et racisées, n'avons pas choisi nos combats, ils se sont imposés à nous sans crier gare. Et nous nous sommes forcés de les porter fièrement comme des cicatrices sans nom et sans mémoire dont la rougeur nous indiquerait la profondeur du crime, le crime oublié. Car s'aimer est hautement politique et nous entrons en résistance. J'aimerais conforter ceux qui voient dans nos combats d'éternelles flagellations larmoyantes. Mais nous n'avons pas faim lorsque nos chevelures ont été prises pour cible dès le commencement même du mythe orientaliste. Puis nous avons vu arriver le monstre capitaliste et nous sommes à nouveau retrouvés propulsés au cœur de sa mécanique, consommation de chair, consommation publique, consommation de nos corps, consommation de notre histoire. Tout le monde y est invité, mais nous, écartés. Alors, d'autres se sont levés et par orgueil, mais feignant la justice divine, se sont emparés de notre cause, la leur, afin de mieux asseoir leur patriarcat sous des aspects divins et désintéressés. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons tiraillés entre les opportunismes des uns et les calculs des autres. Et chacun des deux, du renard au loup, nous informe que nous ne sommes que des invités dans nos propres corps résidentiels. Et du renard au loup, nous apprend à nous détester d'une haine transcendant notre individualité, c'est la haine de ce qui constitue ce corps fait du sexe dégoûtant et étranger. Mais là aussi, c'est imposer une lutte, car s'aimer est hautement politique, et nous entrons en résistance. Alors nous avons vu défiler devant nous un florilège de bonnes intentions empestées, et le voile, et nos cheveux, et nos peaux, et nos hanches, et nos lèvres, et nos yeux, et nos voix. Si l'un les déclarait consommables, tout au mieux des paysans, les autres s'indignaient et appelaient à la propriété privée dont ils se garderaient l'exclusif droit d'accès. Et nous, dans nos corps, si étrangères. Nous avons croisé quelquefois la route de la folie, cette folie douce et dangereuse,
avec laquelle nous cohabitons comme un poison dans le lait de nos mères. Elle nous murmure la raison et nous adjure de nous plier, nous donne les yeux pour voir le crime et nous sommes de les fermer. Et si nous osons, au hasard de notre route, désigner ne serait-ce que l'hypothétique existence de notre oppression constatée, voilà la folie qui nous empoigne et nous glisse vers le déni. Mais le déni n'appartient qu'à l'opprimé, le déni à grandes cuillerées analgésiques. L'oppresseur, lui, vit dans le mensonge consenti, mais c'est un autre sujet. Et la folie finit par s'injecter dans chacune de nos veines, jusqu'à nous mettre au pied du mur, ce mur devant lequel la nécessité de faire un choix s'impose fatalement. Ouvrir les yeux ou dépérir dans une paix aveugle. Mais l'amour a pu pour certaines nous sauver, car s'aimer est hautement politique et nous entrons en résistance. Il faut les voir arriver, ces épiciers de l'honneur, de la religion, de la liberté, de la laïcité, de la chasteté. Ils se ressemblent tous. Ils ressemblent au Dieu auquel ils croient. Ils ont les yeux tremblants des poissons sortis hors de l'eau, à chaque syllabe qui ne les conforte pas, car il existe un monde au-delà de la mer qui les ferait suffoquer. Et il existe un monde en dessous de la terre qui les ferait se noyer. Mais toi, entre ces deux, tu existes si simplement à les en tuer. Merci.